Bienvenue sur l'Actu en tête. Bienvenue dans l'Actu en tête, où nous tentons de mettre l'actualité à l'épreuve du réel, de la psychologie, des sciences humaines pour préserver notre santé mentale à tous. Et je suis ravi de retrouver mon acolyte Fabrice Pastor, neuropsychologue, formateur, conférencier, auteur. Bonjour Fabrice. Et bonjour Didier, je suis également très heureux de vous retrouver tous. Alors Didier, je rappelle que tu es journaliste, président du Psychodon et commissaire général du Forum national de la santé mentale. Et alors vraiment aujourd'hui on va parler d'un sujet assez lourd et je tiens, c'est pour ça justement à rappeler que notre objectif ici avec l'Actu en tête n'est absolument pas de créer une quelconque polémique ou de donner des leçons, mais bien d'aider à réfléchir ensemble, parce que voilà, l'actualité elle est brutale, elle est dérangeante, mais on peut la regarder autrement avec le regard de la science, avec l'expérience de terrain et avec la santé mentale justement ici comme fil rouge. Et l'actualité, on peut tenter de la regarder avec empathie pour gagner en discernement et comme tu le dis Fabrice, avec un minimum de sérénité. L'actualité qui nous a beaucoup marqué en France, ce sont les viols de Mazan. En décembre 2024, la Cour criminelle du Vaucluse a condamné 51 accusés, dont Dominique Pellicot, à 20 ans de réclusion, pour des viols répétés sur Gisèle Pellicot. Un appel partiel est d'ailleurs prévu à l'automne à suivre. Au-delà du spectaculaire et du médiatique de cette affaire, ce dossier rappelle l'ampleur des violences sexuelles enregistrées dans notre pays. La gendarmerie, la police en 2024 ont enregistré 122 600 victimes de violences sexuelles, dont en majeure partie des mineurs. Et évidemment, ces faits enregistrés ne reflètent pas la totalité du phénomène. Et nous avons choisi de parler du viol avec comme entrée une phrase forte: quand c'est non, c'est non. Oui, exactement. Aujourd'hui, on va parler du viol comme crime, mais aussi des mécanismes psychotraumatiques qui s'en suivent et du vocabulaire qui justement parfois, on va dire, travestit un peu la réalité de ce qui est vécu. Alors on ne va pas juger à la place des juges, mais on va essayer d'armer l'écoute et la pensée pour les victimes, pour les proches et aussi bien sûr pour la société. Alors juste, commençons déjà pour mettre un peu les choses au clair. Didier, juridiquement, qu'est-ce que le viol en France ? Le code pénal est précis. Est un viol tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. C'est un crime puni d'au moins de 15 ans de réclusion. Alors, davantage en cas de circonstances aggravantes. Et depuis 2021, la loi précise aussi le cas des mineurs. Tout acte de pénétration commis par un majeur sur une mineure, un mineur de moins de 15 ans, constitue un viol, même sans démonstration de violence, sous réserve des conditions d'âge fixées par le texte. Les peines sont alors alourdies et l'inceste est spécifiquement qualifié. On le voit, Fabrice, le viol est clairement défini au sens juridique et il suppose un acte de pénétration. Par exemple, le fait d'avoir des attouchements ou des contacts avec un enfant ou de l'obliger à toucher son sexe constitue une agression sexuelle, un crime tout aussi grave, mais au regard du code pénal, il ne s'agit pas d'un viol, sauf s'il y a eu pénétration. Cette distinction peut sembler technique, mais elle a des conséquences judiciaires. Elle détermine la qualification de l'infraction, la peine encourue, la juridiction, donc le tribunal compétent. Et sur le plan psychologique, en revanche, les conséquences peuvent être aussi destructrices pour l'enfant, car la transgression du corps, même sans pénétration, laisse une empreinte traumatique tout à fait comparable, Fabrice. Alors plus cliniquement, parler du viol, c'est parler d'un événement potentiellement traumatique majeur. Au sens de la nomenclature qu'on cite souvent, le DSM-5 révisé, c'est l'exposition à un événement comportant menace à l'intégrité physique avec des suites possibles en ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique. On pourra alors avoir des réexpériences intrusives, des évitements, de l'hyperactivité, parfois aussi des altérations durables de l'humeur et aussi de la cognition. On entend souvent, Fabrice, le mot
sidération. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie quand on parle de viol? Alors, ce terme de sidération renvoie à ce que la littérature scientifique internationale nomme une immobilité tonique, une sorte de paralysie réflexe qui peut survenir face à une agression. C'est une réaction neurobiologique qui est fréquemment rapportée lors des viols notamment, et associée à un risque accru de stress post-traumatique et de dépression par la suite. D'ailleurs, savoir ça change la manière d'écouter une histoire, car le fait de ne pas crier ou de ne pas se débattre, ça n'implique en rien, et j'insiste en rien, un consentement. Oui, le non, c'est non, ne s'exprime pas forcément par des cris, des oppositions physiques, parce que c'est la sidération qui peut s'exprimer et laisser place au viol. Avant d'entrer dans le détail des mécanismes, continuons sur un point de vocabulaire. Juridiquement, on parle de pénétration non consentie et il faut faire attention au glissement sémantique. Le droit français ne définit pas le viol par l'absence de consentement, mais par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Et avec un régime spécifique pour les mineurs, l'inceste comme on l'a vu. Oui, mais par contre, dans le débat public, beaucoup défendent l'expression de pénétration imposée, plutôt que non consentie. Alors pourquoi? Parce qu'elles ressentent la réalité matérielle de l'acte et la responsabilité de l'auteur. Il s'agit d'un acte donc imposé à autrui. Alors, les discussions parlementaires récentes sur l'introduction explicite du consentement dans la loi montrent d'ailleurs que le cadre évolue, bien que quand même lentement. Et donc, on peut se demander qu'est-ce qui se passe quand ça pénètre aussi dans la tête? Il se passe une sorte d'intrusion psychique. Le souvenir de ce qui s'est passé se fragmente, souvent en de multiples éclats, des éclats sensoriels, ça peut être des images fulgurantes, des sons, des odeurs, des sensations aussi, évidemment, qui se réactivent au contact d'indices qui sont parfois absolument et totalement anodins, comme une lumière, un parfum, une odeur, un mot, une phrase, un lieu, un bruit, bref. Le problème, c'est que cette dynamique d'intrusion et d'évitement entretient le trouble. En gros, plus je tente de repousser l'intrusion, plus elle gagne en saillance, en force. Alors on peut comprendre pourquoi tant d'affaires sont discutées au regard de la preuve à choc sur la preuve, et on y reviendra. Mais pour rester sur cette affaire de Mazan et les récentes affaires de viol, il y a quelque chose qui révèle du traitement judiciaire de ces crimes. Quel regard portes-tu sur cet angle-là? Alors oui, d'un côté, la création des cours criminelles départementales a limité certaines correctionnalisations opportunistes des viols en délit. En 2023, les crimes de viol forment désormais une large majorité des crimes sanctionnés en France. De l'autre, les analyses statistiques montrent encore des taux élevés de non-poursuite pour justement des violences sexuelles, en grande partie à cause d'une insuffisance de preuves. Le viol a de multiples visages, et on a vu que le viol est défini par le code pénal comme un crime. Mais dans la réalité, on a un peu l'image stéréotypée de l'agression dans une ruelle sombre, alors que le viol, et on n'en parle pas assez, ça se joue aussi dans l'intimité des relations entre les jeunes, par exemple, ou entre les couples, ou dans les institutions, ou dans les familles. Oui, d'ailleurs, on pourrait parler du viol conjugal. Il faut rappeler que depuis 1990, la Cour de cassation a reconnu que le viol pouvait être commis entre époux, parce que le devoir conjugal n'existe plus juridiquement. Dans le mariage comme ailleurs, c'est l'absence de consentement qui prime. Pourtant, en 2024, le ministère de l'Intérieur a recensé plusieurs milliers de vols conjugaux enregistrés, comme chaque année. Alors cliniquement, c'est important parce que dans le couple, le viol est souvent banalisé par l'auteur, comme d'ailleurs par l'entourage. En gros, c'est pas un vrai viol, vous étiez mariés, quoi. Mais bon, les séquelles psychiques sont absolument et totalement comparables, parfois même aggravées, justement par la trahison de la confiance. Le traumatisme va venir s'enchasser dans un lien qui est à la base censé protéger. On observe donc plus fréquemment des troubles dissociatifs, du stress post-traumatique complexe et une grande difficulté à mettre des mots parce que l'agresseur reste juste là tous les jours, il est présent. Alors, il y a un autre cas de figure, c'est le viol dans la sphère professionnelle. On pense bien sûr aux affaires récentes de médecins anesthésistes condamnés pour des viols sur des patientes endormies. Le choc, c'est qui
le pouvoir médical censé soigner qui devient alors une arme de prédation. Et Fabrice, là, on peut observer des comportements évidemment d'abus de pouvoir. Oui, Didier, en fait, ce sont des situations d'abus, d'asymétrie de pouvoir. Le patient est ici évidemment vulnérable, parfois inconscient, parfois sous sédation, et donc les conséquences psychiques sont aggravées parce que une sorte de double trahison. On est blessé non seulement dans son intégrité, mais aussi dans son rapport aux soins. La confiance dans la médecine va alors s'effondrer et ça va générer de l'anxiété, une phobie médicale, voire dans certains cas un refus de soins vitaux. Il y a évidemment sur cette question du viol de nombreux tabous qui demeurent. On a parlé du viol conjugal entre les époux, le viol de confiance entre par exemple un patient, une patiente ou son médecin, mais sans vouloir banaliser ou atténuer le viol sur les femmes qui reste quand même le crime le plus commis. Il y a un autre sujet tabou dont on ne parle pas, c'est le viol d'hommes par des femmes aussi. Oui, exactement. Ça existe, il y a des enquêtes de victimisation. Alors, je citerai notamment l'enquête Virage de 2020 de l'INED, qui montre que près de 1,4% des hommes déclarent avoir subi des violences sexuelles au cours de leur vie, dont une partie sous forme de viol. Mais ces situations sont clairement peu médiatisées, car elles heurtent des représentations viriles, en quelque sorte. Un homme ne peut pas être victime, et une femme ne peut pas être agresseur. Et donc finalement, c'est un sous-signalement massif que l'on constate et des victimes qui vont rester enfermées dans leur silence durant parfois toute la vie. Alors, la loi française reconnaît que c'est possible si une femme, par exemple, impose une pénétration anale ou orale avec un objet ou par contrainte physique, c'est juridiquement, on l'a vu tout à l'heure, un viol. Mais socialement, on peine à l'admettre parce qu'on associe encore le viol uniquement à une domination masculine. Ça, c'est un peu dans l'inconscient collectif. Alors concrètement, ça peut prendre plusieurs formes. Un homme obligé de subir, je l'ai dit, une pénétration imposée, contre une fellation, ou forcé à pénétrer sa partenaire sous menace ou par chantage. Dans ce dernier cas, la loi parle d'agression sexuelle et non de viol. Vous voyez, il y a une sorte d'angle mort juridique, mais qui n'efface évidemment pas la souffrance psychique. Alors, clairement, ici, les stéréotypes sont totalement ravageurs. On imagine, en gros, qu'un homme veut toujours, qu'il ne peut pas être forcé ou qu'il est assez fort pour se défendre. Et donc, au final, le résultat, c'est que beaucoup de victimes se taisent par peur de ne pas être crues ou d'être tout simplement ridiculisées. Évidemment, nous pouvons ajouter qu'il s'agit des mêmes phénomènes dans les relations de nature homosexuelle entre deux hommes ou entre deux femmes. Le viol est caractérisé de la même façon par le droit, c'est-à-dire lorsqu'il y a pénétration imposée. Il y a un autre angle également, c'est le viol des personnes vulnérables, et nous qui nous intéressons beaucoup à la santé mentale, je pense en particulier aux personnes en situation de handicap, et spécifiquement de handicap psychique, les personnes âgées, notamment les personnes qui souffrent de déficiences intellectuelles également, et l'absence de repères sociaux ou de codes ou d'encadrement ou de disparité dans l'écosystème de leur vie peut les exposer à des violences qu'elles ne reconnaissent pas immédiatement comme telles. Oui, tout à fait. Plusieurs études montrent d'ailleurs un risque plus élevé, souvent estimé multiplié par 2 ou par 3 chez les femmes autistes, notamment, par rapport à la population générale. C'est souvent l'absence de repères implicites, la difficulté à décoder les intentions, et parfois la dépendance à un aidant créant un terrain de vulnérabilité. Donc Fabrice se pose une question à la fois simple et délicate au regard du consentement. Existe-t-il ou peut-on observer un baromètre entre le oui, le peut-être, le non ? Alors en réalité, Didier, les choses sont très claires. Le consentement, c'est pas une graduation. C'est pas peut-être quoi. C'est oui ou c'est non. La complexité ici, elle tient à l'interprétation des signaux. Parfois, les silences, les hésitations, les contextes d'alcoolisation ou de dépendance hiérarchique, là, ça peut impacter au niveau des repères. C'est pourquoi d'ailleurs les campagnes de sensibilisation, elles insistent sur le caractère explicite du consentement. Sur le plan psychologique, c'est un consentement ambigu, quoi. En fait, une absence de consentement clair. Alors, ce qu'il faut rappeler, et là c'est important d'insister dessus, c'est que sans un oui clair, la loi française considère que l'acte, s'il est imposé par violence, menace, contrainte
ou surprise, cela reste un viol. Parlons maintenant du masculinisme, qui est un peu à observer par le regard de la culture, de notre culture, et par certains angles de la perversion. On a parlé du viol comme crime, de ses multiples visages dans la sphère intime ou professionnelle, mais il y a une dimension plus culturelle qui touche les hommes, celle de la virilité. On entend souvent dire que dans certains groupes, il faut prouver sa virilité quand on est un homme, jusqu'à commettre un viol d'ailleurs pour en montrer sa force. Alors oui, dans certains contextes, le viol peut devenir une sorte de rite de passage, qui est d'ailleurs profondément délétère. Une sorte de démonstration de puissance devant ses pairs, les pairs PIRS évidemment. On n'est pas dans la sexualité ici, mais dans une logique de domination. On l'a vu dans certaines affaires judiciaires, il y a des auteurs qui parlent un petit peu de défis, de jeux, de paris, alors que c'est une agression criminelle. Alors, c'est une logique qui est renforcée, comme tu l'as dit, par le masculinisme. C'est un courant idéologique qui semble de plus en plus présent aujourd'hui, qui considère que les droits des femmes auraient finalement trop progressé et qu'il faudrait restaurer une sorte de domination masculine. Certains travaux montrent comment le discours de la, entre guillemets, crise de masculinité se diffuse dans les sphères médiatiques en véhiculant des accusations de masculinité en danger, des sentiments de revanche, des registres de mépris envers les femmes. Et c'est bien le contexte discursif qui peut faciliter la banalisation ou la relativisation de la violence envers les femmes, y compris justement les violences sexuelles. Ça nous fait penser à la série Adolescence, qui a eu beaucoup de succès sur Netflix ces derniers mois. Elle met en scène un adolescent entraîné dans des cercles en ligne masculiniste jusqu'au drame. Elle montre bien comment des discours de haine qui circulent sur les réseaux sociaux, et par exemple des plus jeunes, peuvent modifier la perception des jeunes garçons à leur propre virilité, à l'expression des formes de leur masculinité. Oui, et cette série a eu un impact fort. Elle illustre très concrètement ce qu'on voit dans les recherches. La manosphère crée des sortes de bulles cognitives où les garçons apprennent que la virilité, c'est la domination et que la femme, c'est un objet, voire une ennemie. D'ailleurs, donc, l'actualité française s'en est emparée. Le ministère de l'Éducation nationale a même annoncé vouloir utiliser la série Adolescence comme support pédagogique pour discuter de la toxicité de ces idéologies avec les élèves. C'est dire si la question est aujourd'hui devenue centrale. Alors sur le plan de la justice, et c'est en trame de fond de cet épisode, de ce podcast L'Actu en tête, dans les tribunaux, on entend encore parfois « Ah mais elle portait une mini-jupe, elle m'a provoqué », comme si la tenue vestimentaire était un facteur déterminant. Ah oui, c'est ce qu'on appelle un stéréotype. D'ailleurs, petite parenthèse, j'en profite, je suis en train actuellement d'écrire un livre sur les biais cognitifs, les stéréotypes et les préjugés qui paraîtra en 2026, donc j'en parle un petit peu. Et donc un stéréotype, c'est une croyance simplificatrice, une image qu'on colle à un groupe ou à une situation. Il ne faut pas confondre justement, et j'en parle, le stéréotype avec le préjugé. Un stéréotype, c'est une représentation qui est partagée, alors que le préjugé, c'est déjà un jugement de valeur, une opinion qui entraîne un positionnement. Donc, clairement, aucune étude scientifique, aucune, jamais, n'a démontré que la tenue vestimentaire augmente le risque de viol. Les statistiques policières montrent au contraire que la majorité des viols se produisent dans des lieux clos, entre personnes qui se connaissent. Ça, la source, c'est le ministère de l'Intérieur. Le problème, c'est donc pas qu'on ait une jupe ou un col roulé, c'est la croyance culturelle que la femme, en quelque sorte, elle a enverré une sorte de signal qu'on pourrait interpréter comme un feu vert. C'est totalement faux. Et paradoxalement, certaines victimes témoignent qu'elles étaient habillées de façon très neutre, voire avec des vêtements amples lorsqu'elles ont été agressées. D'ailleurs, on peut l'élargir au rôle de la pornographie. Pendant des années, en effet, l'accès a été d'une facilité déconcertante pour tous et sans protection, d'ailleurs même des mineurs. L'accès à des sites et à des films pornographiques était très facile. Depuis 2023, la France a commencé à bloquer les sites qui ne vérifie pas l'âge. Mais bien sûr, l'imaginaire reste. La pornographie en libre accès a un effet
très important, préoccupant sur la représentation de la sexualité et en particulier sur les personnes en devenir, les plus jeunes, les adolescents. Oui, d'ailleurs, il y a des méta-analyses. Alors, une méta-analyse, c'est en gros une étude de plusieurs études. Pour faire très simple, il y a des méta-analyses qui montrent que la consommation massive de contenus pornographiques violents est associée à une plus grande tolérance, justement, envers les mythes du viol et à une augmentation de comportements coercitifs. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que regarder du porno transforme en violeur, mais que dans une société où la pornographie violente est banalisée, les repères sur le consentement, ils vont se devenir flous. Et tu as raison, hein, même si la loi française évolue, en gros, il suffit d'un VPN ou d'un site miroir pour que les contenus restent totalement accessibles. On peut évidemment ajouter un facteur qu'on ne peut ignorer, les réseaux sociaux, la mise en scène des corps. On voit des influenceurs, des influenceuses qui sont hyper sexualisés, avec des chirurgies esthétiques qui accentuent certains traits, les lèvres très pulpeuses, les fesses hypertrophiées, des poitrines de plus en plus imposantes. Est-ce qu'on ne fabrique pas une culture du désir imposé avec des images qui peuvent perturber la construction des bonnes relations entre les hommes et les femmes, ou entre hommes et hommes et entre femmes et femmes? Grosso modo, l'hypersexualisation peut devenir une norme sociale qui va être renforcée par les images. Les réseaux sociaux accentuent un effet de loupe en fait, sur ce phénomène en créant une économie de l'attention qui va être basée sur la séduction visuelle. Ce qui est problématique, c'est l'interprétation, parce qu'il y en a certains qui confondent le fait de voir le corps et la disponibilité sexuelle. Se montrer, ça ne veut pas dire consentir. Alors ça me fait penser au film Les Rêveurs d'Isabelle Carré qui aborde le sujet d'une jeune fille qui est l'objet d'un pari. Des garçons, un groupe de potes parient que celui-ci, il va devoir, pour relever le pari avec ses potes, la posséder. Et je me demande si la marchandisation du corps n'est pas finalement le fil rouge de cette histoire, mais aussi en trame de fond, plus largement de ce que nous abordons aujourd'hui. Si, c'est exactement ça. Le viol, c'est la réduction de l'autre à un objet de jouissance. C'est une marchandisation au sens finalement le plus brutal. L'autre n'est plus un sujet, c'est un corps, c'est un objet rendu disponible. Et cette logique est nourrie par certains discours publicitaires, par des esthétiques pornographiques, mais aussi par des idéologies qui confondent la virilité et la conquête. Le résultat, c'est donc une véritable perversion du lien autrui. L'autre disparaît, on va juste laisser le pouvoir de dominer. Alors, sur le plan psychologique, psychiatrique, il faut faire quelques distinctions. Tous les violeurs ne présentent pas de pathologie mentale. La majorité sont dans une sorte de dynamique de domination et pas nécessairement dans un trouble sexuel. Mais dans certains cas, on retrouve effectivement des troubles paraphiliques, c'est-à-dire des préférences sexuelles anormales, centrées sur la contrainte ou sur la souffrance d'autrui. Enfin, il arrive que certains auteurs parlent de traits de personnalité narcissique ou antisociale, caractérisés par une absence d'empathie, un besoin de contrôle ou une instrumentalisation de l'autre. Ces dimensions n'excusent pas l'acte, mais elles aident à comprendre comment une personne peut en venir à effacer totalement l'existence psychique de sa victime. Les victimes sont aussi parfois en proie à un grand nombre de paradoxes, et on peut bien le comprendre. Il y a un élément qui est très déroutant, Fabrice, quand on écoute les associations de terrain. Beaucoup de femmes victimes de violences sexuelles, y compris dans la sphère conjugale, ne quittent pas leurs agresseurs. Elles restent avec lui, avec elles. Elles y retournent même avec lui, avec elles. Comment comprendre cela psychologiquement ? Oui, donc là, effectivement, il faut parler de l'emprise. Donc, dans de nombreuses situations de violence sexuelle conjugale, il existe une alternance de violence et de périodes d'apaisement. C'est cette oscillation émotionnelle qui installe une dépendance traumatique. La victime vit dans l'anticipation de la menace, mais aussi dans l'espoir du répit. C'est un mécanisme d'attachement paradoxal, proche de ce qu'on appelle d'ailleurs le syndrome de Stockholm, où la peur se mêle à la loyauté. Dans les associations de victimes de viol dont je parlais tout à l'heure, certaines victimes qui s'identifient fortement à leur souffrance, comme si elles devenaient leur identité, elles souffrent donc elles vivent. On peut donc parler de victimisation dite secondaire.
Oui, dans certains cas, on observe une sorte de fixation identitaire autour du statut de victime. C'est un moyen de donner du sens à une expérience qui en a privé la personne. Le danger, c'est que cette identité devienne rigide. La personne n'arrive plus à penser autrement que comme victime, et ça empêche la reconstruction. Alors attention, ces situations ne doivent jamais être lues comme une responsabilité de la victime, ça c'est important de le rappeler. Est-ce que lorsque l'on lit dans la presse ou lorsque l'on peut voir sur les réseaux sociaux l'idée qu'il y aurait un profil type de la victime, comme s'il y aurait, par exemple, des femmes plus à risque ou plus exposées ou plus crédibles que d'autres? Non, 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 là vraiment ça, ce sont des fausses croyances, il n'existe aucun profil type. Les victimes viennent de tous les milieux, de tous les âges, de toutes les morphologies. Les seuls facteurs de risque identifiés concernent la vulnérabilité sociale ou psychique, parfois la dépendance économique, parfois l'isolement, des antécédents de traumatisme, le handicap, mais il n'y a aucune caractéristique psychique ou vestimentaire, on l'a vu tout à l'heure, qui explique le passage à l'acte. Il faut absolument combattre cette croyance de la victime idéale qui serait calme, rationnelle et immédiatement capable de raconter les faits. La plupart des victimes présentent des récits fragmentés, incohérents, pleins de trous. C'est souvent la trace neurologique, psychologique du trauma, d'une mémoire éclatée qui a été donc désorganisée par ce stress extrême. Donc, quand la société cherche à identifier la bonne victime, elle passe à côté de la réalité du traumatisme. C'est pour ça qu'il faut aussi former les magistrats, les policiers, les médecins, les proches. La manière dont une victime est accueillie juste après les faits, par exemple, influence directement sa récupération psychologique. L'accueil du trauma, une parole crue, un doute exprimé, un rire nerveux peuvent suffire parfois à refermer la blessure au lieu de l'aider à cicatriser. Prévenir, soigner, accompagner, c'est un véritable enjeu. Il n'en demeure pas moins que le silence autour du viol est encore massif, malgré les campagnes de sensibilisation qui se multiplient. Mais on a toujours l'impression que la honte, la peur du jugement, pour aller jusqu'au dépôt de plainte, alors beaucoup de personnes, de femmes, d'hommes ne font pas le passage à l'acte d'aller porter plainte parce que le tabou persiste. Oui, il est aussi persistant ce tabou, Fabrice. Parce que parler du viol, c'est parler de l'acte, mais aussi du regard social. La société a longtemps préféré le déni. La première prévention, c'est la parole. Libérer, écouter, ne pas juger. Sur le plan clinique, on sait que plus une victime peut raconter les faits, dans un cadre évidemment sécurisé, plus le risque de stress post-traumatique diminue. Et du côté du soin, de la prise en charge, quelles sont les approches les plus efficaces pour les personnes victimes de viol? Alors, les thérapies les plus validées scientifiquement dans ce cadre-là sont notamment les thérapies cognitivo-comportementales centrées sur le trauma et aussi l'EMDR. L'EMDR, en quelques mots, repose sur la stimulation bilatérale alternée, en gros des mouvements oculaires, des sons ou des tapotements, qui va faciliter la digestion des souvenirs traumatiques. Plusieurs études, plusieurs méta-analyses qui montrent une réduction tout à fait significative des symptômes post-traumatiques en quelques séances. Mais bon, le soin, évidemment pas la seule technique, c'est d'abord la relation thérapeutique qui est importante, la sécurité, la bienveillance et évidemment la reconnaissance du vécu. Bien sûr, ce qui serait préférable, c'est de déployer des actions de prévention à grande échelle, mais aussi d'éduquer chacun, chacune au consentement. Mais c'est peut-être pas suffisant, il faut commencer très tôt. Oui, c'est indispensable, mais c'est pas suffisant. Dès l'école, avec des programmes d'éducation affective, relationnelle, apprendre aux enfants à reconnaître leurs émotions, leurs limites, à identifier les comportements inappropriés. Il faut aussi travailler avec les auteurs potentiels. Certaines personnes, notamment ceux qui présentent des pulsions coercitives, demandent de l'aide souvent avant de passer à l'acte. Le problème, c'est qu'il existe très peu de dispositifs d'écoute pour eux. La prévention est souvent secondaire et elle doit inclure cette population pour casser la spirale du passage à l'acte. C'est donc une question de responsabilité collective, en somme, cette criminalité caractérisée qu'est le viol, et on peut
penser qu'on pourrait éviter certains viols si on faisait mieux les actions de prévention, si on formait mieux les différents acteurs concernés et si on encadrait mieux, c'est-à-dire une société qui prend ce défi majeur que représente cette criminalité, le viol, à pleine charge dans tous les espaces éducatifs, sociaux, juridiques. Oui, en partie, une société qui éduque, qui forme les gens, qui nomme les violences, ça diminue la fréquence. Il faut aussi de la cohérence politique. Tant que la culture du viol sera entretenue par certains discours médiatiques, par des pubs, par des séries qui banalisent cette contrainte, on restera clairement dans la contradiction. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici à notre petite échelle, de mieux comprendre, de nommer, de relier, de prendre de la distance avec la sérénité la plus sensible possible, parce que briser le tabou, c'est un long chemin, Fabrice. Oui, c'est protéger la santé mentale collective. Le viol, on l'a vu ensemble, c'est une violence extrême. C'est aussi un révélateur de notre aveuglement. Plus on en parle avec rigueur, avec humanité, plus on donne aux victimes la possibilité d'exister autrement que dans la honte. Plus on en parle avec rigueur et humanité. Parfois, moi, ça m'interroge que les affaires de viol, par exemple, dans les sphères de grandes affaires où des stars sont concernées, où des journalistes ultramédiatiques soient concernés, ces affaires soient aussi utilisées pour des règlements de compte qui, en trame de fond, n'ont rien à voir avec le sujet. Et il faut donc être très très vigilant, là aussi, comme on en parle souvent, à l'info, à l'intox. Parfois, il y a de la manipulation en annexe sur ces sujets. C'est-à-dire qu'on veut régler un compte avec telle star, avec tel journaliste exposé. Oui, info ou intox, c'est justement un des épisodes précédents que nous avons fait ensemble, Didier. Donc oui, c'est vrai que c'est précisément là que la santé mentale devient un enjeu de société. Le trauma du viol fissure la confiance dans le monde. Donc il faut briser le tabou, il faut aussi réparer ce lien social, il faut parler, il faut écouter, former, prévenir le plus largement possible. Il nous reste à remercier nos auditeurs pour cette rencontre que nous leur proposons chaque semaine dans l'Actu en tête avec toi, Fabrice Pastor, que j'aurai le plaisir de retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup Didier, merci à toi pour cet échange et on se reparle la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir, bonne semaine à toutes, bonne semaine à tous.